Bonjour à tous, je suis ravi d'être avec vous aujourd'hui et d'autant plus ravi, je vais vous dire, que j'ai vécu ce matin une expérience tout à fait importante, pas unique, mais qui ne s'est pas renouvelée tant de fois que ça au cours de ma longue existence avec l'exposé de François Julien, qui a ouvert pour moi des voies de réflexion, justement sur l'amourologie. Vous savez, de temps en temps, François Julien, je le connais bien, j'ai lu à peu près tous ses bouquins, donc c'est pas comme si tout à coup je découvrais un corpus théorique qui m'était étranger, mais dans la présentation, et je trouve dans le lien qu'il a créé avec nous ce matin, il y a quelque chose qui a eu valeur d'interprétation, peut-être, en tout cas qui a bouleversé quelque chose en moi, dans cette compréhension de ce qui pouvait différencier l'intimité, de ce qui relie les gens dans une famille ou dans un couple à travers une relation d'intimité, et l'amour avec lequel on a bien du mal à se dépatouiller. Ça m'a fait penser à une anecdote que je vous raconte. Ça ne concerne pas un adolescent, mais ça concerne un bébé. À ma consultation familiale à la Salpêtrière, je vois arriver un jour une jeune maman avec son bébé dans les bras, et cette femme était au bout de l'angoisse. Ça faisait 3 jours que ce bébé pleurait, refusait de manger et refusait de dormir. Et elle était absolument décomposée, détruite par ce qui était en train de se jouer dans la relation à son enfant. Tout ce qu'elle essayait de faire échouait. Elle était au bord du gouffre, elle était prête à jeter son enfant par la fenêtre, à elle-même se jeter par la fenêtre en laissant son enfant, ou à se jeter avec son enfant par la fenêtre. Bref, c'était terrible. Et puis, je me souviendrai toujours de cette séance. Il y a des moments comme ça, parfois un peu miraculeux. Ils se sont assis dans mon bureau et j'ai commencé à parler avec cette mère. Et je lui ai parlé très calmement, très doucement, avec beaucoup d'empathie. Je l'ai interrogée sur elle, sur ce bébé, sur la naissance de ce bébé, sur la relation qu'elle avait avec lui. Et plus je lui parlais, et vous entendrez dans la façon dont j'essaye de vous le restituer qu'il y avait quelque chose à voir aussi un petit peu, sans doute, avec une induction hypnotique, et plus je lui parlais, et plus je sentais que cette mère se détendait, et je regardais le bébé qui était dans ses bras, et je voyais le visage du bébé qui se déplissait petit à petit. Puis un moment, le bébé a souri, et un moment, il s'est endormi dans les bras de sa mère. Alors, vous voyez, pour moi, le sens de la thérapie, mais aussi le sens des relations familiales, c'est justement là qui peut se jouer. C'est-à-dire, quand on pense à cette expérience, puisque je pense que c'est d'une expérience dont il s'agit, qu'est-ce qui est en jeu ? Est-ce que c'est du corps ? Est-ce que c'est de la pensée ? Est-ce que c'est de la transmission de pensée ? Est-ce que c'est de la transmission émotionnelle ? Est-ce que c'est de la résonance émotionnelle ? Je crois qu'on a été pris tous les trois dans une expérience justement qui nous a dépassés et qui a à voir très précisément avec ce dont François Julien parlait ce matin, c'est-à-dire le fait que l'intimité permet cet entre-deux, et là en l'occurrence cet entre-trois, qui permet une circulation de pensée, une circulation d'affect et une circulation d'émotions. Si j'étais bioniste, je dirais sans doute qu'il permet de détoxiquer des éléments alpha en éléments bêta, mais ça n'est pas tellement mon corpus théorique. Mais quoi qu'il en soit, quelque chose qui nous permet de sortir justement des avatars de l'amour et de la passion amoureuse. Ce qui se joue bien évidemment chez ce bébé, qui va continuer à se jouer pour lui tout au long de sa vie, et puis lorsqu'il abordera l'adolescence, autour de l'angoisse, c'est la question du manque et la question de la séparation. Le lien se tisse effectivement, et François Julien l'a rappelé ce matin, autour de cette expérience du manque qui fait que la mère n'étant plus là, l'enfant fabrique à l'intérieur de lui une imago, une image, une représentation de sa mère avec qui il peut se mettre en relation et qui va l'apaiser. Évidemment, cette mère avait
psychiquement, elle était là, elle était toujours présente et elle était collée corporellement à ce bébé, mais psychiquement, elle désertait de plus en plus la relation, puisque l'angoisse est quelque chose qui nous isole. L'angoisse détruit les connexions et les relations que nous pouvons avoir les uns avec les autres. Et donc, elle s'absentait de la relation, le bébé sentait cette absence, ce manque, par rapport à quoi il ne pouvait pas fabriquer d'objets internes, et je dirais que la magie de la séance, d'une certaine façon, a permis de remettre la mère en présence de l'autre, en ma présence, et en présence de son nourrisson, et que le lien a pu se recréer à partir de cela. Alors, on peut, sur ce petit élément, on peut évidemment gloser pendant des heures, mais ce sur quoi j'aimerais faire porter votre attention, c'est que cette dichotomie, cette séparation que nous essayons souvent de mettre en place entre l'expérience du corps, l'expérience des sens et l'expérience de la pensée comme étant des domaines isolés les uns les autres, n'ont aucun sens pour le bébé. Et que ce qui se joue dans son corps se joue aussi dans son esprit, de la même façon que ce qui se joue pour sa mère, quand je parle de mère, vous entendrez bien que je parle du personnage maternant qui s'occupe de l'enfant, ça peut être son père, ça peut être un homme, ça peut être n'importe qui est en contact, ou un psy, bien évidemment, n'importe qui est en contact avec ce bébé, et qui permet au bébé d'opérer en lui cette ouverture émotionnelle extraordinaire que les bébés provoquent et qu'on appelle instinct maternel, mais enfin qui n'est pas plus maternel que paternel, et qui est cette ouverture possible à l'autre, à travers le corps et à travers les sensations du corps et du lien qui se tisse à partir de cela. Et si je vous parle de ce bébé, c'est parce que pour moi l'adolescence c'est ça. C'est-à-dire que ce que vit l'adolescent et ce que nous vivons avec lui, c'est un retour sur cet état de bébé et cet état de détresse du nourrisson. C'est pour ça que lorsque Nicole insistait ce matin sur tout ce qui commence à l'adolescence, oui, il y a beaucoup de choses qui commencent à l'adolescence, mais évidemment, ce qui commence, c'est ce qui se rejoue de cela, je crois, de cette relation du bébé au monde, lorsque son corps devient une caisse de résonance à partir duquel il va pouvoir tisser des liens. Ce qui me semble nouveau aujourd'hui pour les adolescents, c'est que ces liens passionnels qui se nouent avec son entourage depuis qu'il est bébé, et ces liens qui font que l'expérience du manque et l'expérience de la séparation, elles se tissent, elles s'apprivoisent, il se l'approprie petit à petit tout au long de son développement. Eh bien, il y a, me semble-t-il, aujourd'hui, pour les adolescents, moins d'éléments externes, moins d'éléments médiateurs du lien passionnel et du lien corporel qui le lie à ses parents, qui le lie aux personnes qui s'occupent de lui ou qui le lie à ses frères et sœurs. Je vais juste une petite anecdote rapide pour illustrer ce que je veux dire par là. C'est une autre adolescente, c'est une histoire qui m'avait beaucoup marqué, que j'avais lue dans la presse il y a quelque temps. C'est une histoire qui se passe en Angleterre et qui concerne une adolescente qui s'appelle Aileen et qui est née dans une famille d'origine turque, mais qui naît en Angleterre, d'une famille qui a émigré il y a bien longtemps là-bas. Elle naît donc en Angleterre. Dans cette famille, elle est élevée dans un collège anglais, bien évidemment, et à l'âge de 15-16 ans, comme toutes les jeunes filles de son âge, elle tombe éperdument amoureuse d'un jeune homme d'origine anglaise, qui est en classe avec elle. Mais elle sait que, depuis sa naissance, son père l'a promise à un cousin, à elle, et que ce cousin qui est au pays doit venir en Angleterre dès qu'elle aura 18 ans pour l'épouser, et que c'est comme ça que dans sa famille, et c'est comme ça que son père entend ce que doit être l'éducation d'une jeune fille. Donc elle grandit, elle atteint effectivement ses 18 ans, et plutôt que de se conformer au diktat paternel, eh bien elle décide de s'enfuir avec son jeune amoureux, et ils s'enfuient tous les deux, ils vont dans une autre ville pour pouvoir vivre toute l'intensité de leur passion amoureuse. Le père ne l'entend pas de cette oreille, il dépêche les deux frères aînés de cette jeune fille pour aller la chercher. Les deux frères aînés
la retrouvent, vont chez elle, essayent de l'enjoindre de revenir au domicile. Le jeune homme, son jeune fiancé, s'oppose à cela. Il y a un couteau qui sort et ce jeune homme meurt sous un coup de couteau par un des frères de la jeune fille. Alors bien évidemment, cette histoire, elle nous horrifie aujourd'hui. Elle nous horrifie parce que c'est pas du tout comme ça qu'on entend ce que doivent être les liens affectifs et les liens d'amour à l'intérieur d'une famille. Un père aujourd'hui qui aime sa fille, il la pousse pour être de plus en plus autonome, pour être libre de ses choix, et à commencer, bien évidemment, par ses choix amoureux. Ce qui m'avait frappé en lisant la presse, c'était de lire une interview de ce monsieur qui était extrêmement touchante, dans laquelle il disait qu'elle était pour lui, sa fille, Aileen, était pour lui l'être qu'il aimait le plus au monde. Elle était son rayon de soleil. Aileen, je crois, signifie d'ailleurs soleil. Et c'était sa seule fille, il a 3 fils, sa seule fille, et elle était l'être le plus important pour lui. Mais justement, être l'être le plus important pour lui, c'était pouvoir lui transmettre ce qui pour lui était la valeur la plus importante, c'est-à-dire que selon sa culture et selon sa vision du monde, c'est comme cela qu'une jeune fille, pour être heureuse, doit se conformer. Alors, ça nous fait réfléchir un peu, évidemment, à la question de l'amour dans cette histoire. Est-ce que, et revenons aux Grecs, et revenons à l'Antiquité, est-ce que Agamemnon n'aimait pas Iphigénie lorsqu'il a décidé de la sacrifier pour que la flotte grecque puisse regagner Troie alors que le vent était tombé? Iphigénie est la fille préférée d'Agamemnon. Il n'aime qu'elle. Et pourtant, il décide de la sacrifier pour des valeurs supérieures à l'amour qu'il lui porte. Ça lui portera pas chance d'ailleurs par la suite, puisque comme vous le savez, Iphigénie a été sauvée et que Clytemnestre va dépêcher son amant pour tuer Agamemnon. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. C'est une autre histoire, c'est que les Grecs qui ont inventé la passion, et la passion familiale, la passion de Phèdre pour Hippolyte, opposent en permanence justement ces déchaînements de la passion à ce que la raison, mais la raison en tant qu'elle se réfère à des normes et à des codes qui sont ceux transmis par la famille dans la société, que la raison doit toujours l'emporter sur la passion amoureuse et sur les relations affectives. Nous sommes, dans nos sociétés démocratiques individualisées, dans lesquelles cette histoire d'un père qui préfère tuer ou faire tuer sa fille par son fils plutôt que de la laisser libre, nous sommes passés, évidemment, d'une place de l'amour différente. Autrement dit, on pouvait dire que dans la famille traditionnelle, telle qu'elle continue encore d'exister aujourd'hui, telle qu'elle existait dans nos sociétés jusqu'à il n'y a pas si longtemps, l'amour naissait du lien, mais que le lien, il était donné, il était dicté, on naissait avec une partition dans laquelle on devait suivre les accords de cette partition. C'est pas la même chose que d'inventer soi-même une mélodie de sa propre existence. Et que tout était interprétation de liens et de règles qui étaient déjà données dès la naissance. Autrement dit, pour les adolescents, pour Iphigénie, pour Aileen, évidemment, il s'agissait d'aimer et de haïr ses parents tout à la fois. Il s'agissait de supporter tous ces déchaînements amoureux qui existent dans la famille et qui sont si bien décrits par les Grecs. Mais tout de même, il s'agissait avant tout de définir son identité à travers ses appartenances. Et avant tout, aujourd'hui, nos adolescents sont sommés de créer leurs appartenances. Sois libre, sois toi-même, fais ce qui te plaît. Tu préfères faire de l'escrime ou de la boxe, etc., etc. C'est-à-dire qu'ils sont placés toujours dans cette liberté de choix qui est que c'est leurs sentiments, leurs émotions, leurs passions, leurs relations affectives qui vont dicter leur existence et non plus les règles qui leur sont transmises par leurs cellules familiales. Ce qui rend évidemment les liens familiaux à l'adolescence
beaucoup plus complexes, beaucoup plus intriqués, me semble-t-il, et beaucoup plus paradoxaux. Paradoxe au sens où à la fois on leur enseigne une liberté et on leur enjoint une liberté, sois libre, injonction éminemment paradoxale comme vous l'entendez bien, et en même temps, le sens de ta présence au monde est de m'aimer, moi ta mère, moi ton père, et de donner un sens à notre existence à travers l'amour que tu nous portes. Autrement dit, sois libre, mais sois libre aussi de nous aimer, sois libre de ne pas nous décevoir, sois libre de ne pas faire surgir le spectre ou le mirage du manque et de la séparation, qui est forcément celui qui surgit au moment de l'adolescence. Donc c'est ce passage-là, d'une société à une autre, de ce que Dumont appelle les sociétés holistes aux sociétés individualistes, qui est, à mon avis, le plus marqué et le plus marquant au moment de l'adolescence. Autrement dit, il me semble que tous les adolescents du monde, aujourd'hui, ils agitent cela. Ils agitent ce paradoxe de à la fois devoir être soumis, mais non plus soumis au fait que sa famille est la courroie de transmission de règles sociales, ou en tout cas beaucoup moins, mais soumis au diktat de l'amour, et de l'amour à l'intérieur de sa famille, et que cela, ça rend évidemment son présent beaucoup plus incertain.